Aujourd'hui, la science est partout. Qu'importe le lieu, loisir ou activité humaine, plus rien n'échappe aux prouesses de la science. Son omniprésence dans notre environnement nous invite à y réfléchir, à en saisir les enjeux pour s'en faire une alliée, une partenaire de développement harmonieux de notre région. Dans la série Science au Cube, vous retrouverez des professionnels œuvrant dans le domaine, des conférences inédites, des reportages, ainsi que des capsules vidéo portant sur les activités organisées par le CLS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour se familiariser avec la culture scientifique, rien de mieux que d'en explorer les coulisses. Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale réalisée dans le cadre de la série sur l'économie du savoir. Une émission dans laquelle on va traiter des plus récents développements qui ont attrait à l'industrie forestière. Et c'est pas pour rien qu'on a décidé de s'installer à Val-Jalbert pour tourner cette émission. Bon, Val-Jalbert, on le sait, a été témoin des premiers développements de l'industrie forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et un peu comme Val-Jalbert, à l'époque, on a l'impression que cette industrie-là est en perte de vitesse. On parle sans cesse de perte d'emploi, de fermeture d'usines. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que cette industrie-là ne serait pas plutôt en train de se réinventer? Bien, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui alentour d'une table, une table bien garnie par les petits plats du chef Carl Murray. Alors, dans cette émission, il sera question, évidemment, de nouveaux modèles de développement de l'industrie forestière. Et pour en parler, on a vraiment une tablée exceptionnelle des gens qui œuvrent dans le milieu, dans différents domaines au niveau politique. Monsieur Denis Trottier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Roberval, mais aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêt. Alors, bienvenue à l'émission. Madame Diane Bouchard, qui vous êtes directrice de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également, vous avez une formation de biologiste, donc un œil averti côté forêt. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lebrun, qui est professeur du côté du Cégep de Saint-Félicien et aussi conseiller en recherche et développement. Donc voilà, développement de différents programmes et ingénieur forestier. Monsieur Daniel Laure, bonjour également de l'UQAC. Vous y êtes professeur, mais vous êtes également directeur du consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale. Et Monsieur Bernard Arnault, ici, juste à ma gauche, qui est conseiller pédagogique du côté du Cégep de Saint-Félicien. Mais vous avez aussi mis sur pied un cours, une formation, une attestation d'études collégiales qui concerne les produits forestiers non ligneux. C'est une terminologie qu'on aura le temps d'étudier un peu plus au cours de l'émission. Alors, bonjour. Tout à fait, merci. Et finalement, Guillaume Roy, qui est animateur, journaliste aussi scientifique, mais animateur pour l'organisme Accro de la forêt. Alors, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bienvenue à tous. Alors, on va goûter les mets du chef Carl Murray un peu plus tard au cours de cette émission. Mais d'abord, on va mettre la table. Et pour mettre la table côté développement forestier, j'ai envie de commencer par vous demander quel est l'état de santé de nos forêts, de la forêt boréale. Et j'ai envie de vous lancer la question à vous, Monsieur Lebrun, puisque vous êtes ingénieur forestier, premièrement. Quel est le bilan de santé de nos forêts actuellement? Moi, je dirais la santé. La forêt est quand même en très bonne santé. Mais une chose qui est sûre, c'est que la gestion est très évolutive. C'est un milieu dynamique, le secteur forestier, vivant. Donc, on doit, à mesure qu'on le connaît davantage, améliorer les modes de gestion. Mm-hmm. Et depuis, si on se réfère, par exemple, aux années 1920, et ici, à Val-Jalbert, bon, c'était un lieu où on exploitait la forêt. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis cette époque, l'exploitation de nos forêts? Énormément. Je vais y aller avec des images un peu. Donc, on pourrait dire que dans les années 20,
on coupait le bois, puis on espère que ça va repousser, puis on faisait de la pulpe, hein, qu'on disait dans ce temps-là. Mais maintenant, on est rendu qu'on se préoccupe de la dimension du milieu forestier, de l'ensemble des autres ressources, pour être capable d'utiliser juste ce que la forêt peut produire, et même pour les autres ressources aussi, pour s'assurer qu'il en reste, puis être capable de faire une meilleure utilisation. Fait que ça a changé énormément. Ça a eu beaucoup d'impact aussi sur le rôle que l'ingénieur forestier pouvait remplir là, à l'intérieur de toutes ces démarches-là. Madame Bouchard, en tant que directrice de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi avec votre formation de biologiste, vous, l'état de santé de la forêt, est-ce que vous partagez l'idée de M. Lebrun là-dessus? Je vais te faire une petite mise en contexte. Nous, à l'association, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est bien géré la forêt ou tout ça. On est là pour aller expliquer comment ça se passe, puis que les gens de la collectivité fassent leur opinion. On a parlé d'histoire en 1920 ici. Notre région est née de la forêt, elle vit de la forêt, puis on croit beaucoup dans la région que notre devenir, c'est encore. Demain va être encore la forêt. Mais pour avoir demain encore la forêt pour les gens de la région, il faut que les gens de la région y croient. Puis nous, on travaille là-dessus. C'est ma mission, de faire que les gens y croient. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis pour ça, il faut aller leur parler de la forêt. Il y a différentes forêts. Puis je vais juste finir en vous disant qu'un témoignage d'une jeune qu'on a rencontrée qui était en sciences humaines. Genre, il a fait un cours de foresterie 101. Puis ce qu'elle nous a dit, Audrey, c'est Audrey Claude-Jean, qui nous a dit à la fin, puis je vais la citer, « L'économie de notre région est principalement basée sur cette ressource. On récupère presque tout sur un bio. Avec l'erreur boréale, on voyait seulement un côté de la médaille. La végétation repousse très bien et en plus, les compagnies se doivent d'aller replanter des arbres ainsi que de débroussailler la forêt pour l'éclaircie. Le bois, même coupé, garde le CO2 accumulé. Cela amène un certain côté écologique à cette ressource naturelle. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Bon, êtes-vous d'accord avec ça, M. Laure? J'ai envie de reprendre la balle au bon. Vous avez mené plusieurs études à ce sujet-là. Est-ce que notre forêt est en santé? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Parce que je viens d'entendre, je n'ai plus rien à dire. on vient de résumer assez bien des années de travaux de recherche. Ce qui est rassurant pour nous autres, c'est de voir que les résultats se transmettent envers les jeunes générations. Puis ça m'apparaît être la chose la plus importante que l'on a à faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que le rôle de l'association est tout à fait fondamental. Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de développer des connaissances. On veut générer des nouvelles informations pour mieux savoir comment gérer cette forêt-là. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé exactement? Bien, en fait, on parlait beaucoup tantôt de questions de régénération. Hein? Dans le fond, quand Gérald parlait tantôt, c'était beaucoup. Est-ce que si la forêt est en santé, c'est parce que après les interventions que l'on peut faire, elle se régénère bien. Et les travaux montrent même que, des travaux de recherche, qu'à certains égards, les perturbations naturelles, comme les grands feux, par exemple, peuvent avoir, dans certaines forêts, plus d'impact négatif que certaines perturbations anthropiques. Que l'humain pourrait faire. En termes de changement, là, de modification dans l'état que l'on avait, dans l'état initial que l'on avait. Il va par exemple, on peut avoir des pertes de densité au niveau des arbres si vous avez une épidémie de tordeuse et bourgeons d'épinette suivie d'un feu ou deux feux trop rapprochés. En tout cas, il y a toutes sortes de considérations qui font que la forêt va avoir tendance à s'ouvrir. C'est un peu comme si la forêt ouverte du nord, ce qu'on appelle la taïga, descendait du nord vers le sud. On est en train d'observer ça, puis depuis une dizaine d'années, c'est des travaux qui ont démarré chez nous à Chicoutimi et qui se sont poursuivis à différents endroits lorsqu'on a vu la pertinence de le faire. Et on s'aperçoit que le phénomène prend de l'importance. Mais ce qui est interpellant là-dedans, c'est qu'on se dit que si ça avait été comme ça depuis la dernière déglaciation, on parle de 8 000 à 10 000 ans, dépendamment des endroits, on n'aurait plus de forêt, là. On aurait uniquement de la forêt ouverte. Donc, il y a des conditions changeantes. Il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Ce qu'on comprend, c'est qu'on est dans un processus dans la forêt fermée d'épinettes noires où il y a une perte d'épinettes noires. Donc, la situation est un peu inquiétante? Moi, je ne dirais pas qu'elle est inquiétante parce que maintenant qu'on le sait, on peut intervenir, on peut agir. On s'est dit, bon, bien, si on veut avoir de la régénération, il faut faire des actions. On a commencé à essayer de comprendre, à savoir si la régénération qu'il y avait en dessous de la neige, si elle permettait d'avoir une deuxième forêt, si ça pouvait permettre à la forêt de se régénérer après coupe. Et effectivement,
Cette régénération-là, c'est la forêt de demain, si on lui donne les conditions nécessaires pour qu'elle croisse, pour qu'elle pousse. Donc, là, ce que j'entends, et ça vient confronter certaines croyances peut-être populaires, c'est que, par exemple, le film L'Aurore boréale qu'on a tous vu et qui a heurté beaucoup de gens, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de telle coupe. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? Monsieur Trottier, allez-y. On est plusieurs à vouloir intervenir sur cette question-là, je pense. Bien, disons qu'au point de départ, il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir. Là, si le film L'Aurore boréale a permis d'abord à un paquet de monde de se préoccuper de la forêt. Je pense que ça, si ce n'était que ça, c'était déjà quand même assez bien parce que, dans le fond, avant ça, la forêt, c'était pour les industriels. Puis là, on s'est aperçu que la forêt, il faut que ce soit pour l'ensemble de la population québécoise, puis qu'on doit tenir compte de l'ensemble de différents besoins et faire en sorte que tous les utilisateurs vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est sûr que je ne dirais pas que les pratiques des entreprises ont toujours été excellentes, mais ce qu'il faut comprendre, le plus important, c'est que la forêt étant une ressource qui est renouvelable, même si on fait des erreurs, ça peut se corriger. Ça, c'est ça qui est le plus fondamental. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant l'état de santé de la forêt que l'état de pensée d'un certain nombre de Québécois qui croient que si on coupe un arbre, c'est le drame total. Et en plus, c'est que les gens ne savent pas que si on ne le coupe pas, bien, c'est que c'est la santé de la planète qui est en danger parce que, dans le fond, le carbone qui est absorbé va ressortir dans le ciel. Et à ce moment-là, c'est que l'arbre n'aura rien servi. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Mais vous êtes en train de me dire qu'il faut couper les arbres. Est-ce que c'est ce que j'entends? Je vais vous dire sincèrement, je rêve du jour où je vais voir le premier ministre du Québec prendre une scie mécanique, décoller ça, couper un arbre en direct à la télévision et dire aux Québécois et aux Québécoises, je viens de poser un geste écologique parce que je viens de capter le carbone, je viens en plus de faire travailler des gens, puis le développement durable, c'est aussi de s'occuper des gens, là, des gens qui travaillent à protéger le caribou forestier, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut peut-être protéger aussi le travailleur forestier. C'est ça le discours qu'il faudrait avoir, parce que ça se renouvelle. Oui, j'aimerais savoir l'avis d'un biologiste là, ou d'un chercheur peut-être là-dessus. Couper un arbre, donc c'est bon pour la nature? C'est ce que je crois comprendre? Et au-delà de ce que Denis avançait concernant la deuxième carrière du premier ministre, là, si je comprends bien. Oui. Il y a une autre chose importante qui a changé, puis qu'il faut bien réaliser, c'est la compréhension de la part du gestionnaire de la forêt, le ministère des Ressources naturelles et de la faune, qu'il y a la dimension économique, d'accord, et ça, elle a été présente et probablement trop présente à certaines périodes de notre histoire forestière, mais de comprendre qu'il y a des gens qui ont d'autres valeurs, qui veulent aussi intégrer des dimensions, par exemple, de conservation. Je vais prendre l'autre extrême, là. L'autre extrême où tu dis, là, l'arbre, on laisse aller l'écosystème, on le laisse évoluer tel qu'il devrait évoluer et on le met sous cloche de verre. Ce qui... Pour nous autres qui connaissons très bien les méthodes de régénération de l'épinette noire, ça peut paraître un petit peu aberrant, étant donné que ce que je vous disais tantôt, l'écosystème forêt fermée d'épinette noire que tu veux protéger, si tu laisses aller les perturbations naturelles, éventuellement, un jour ou l'autre, tu vas avoir des pertes dans ce que tu voulais protéger. Bon, mais maintenant, on parle en termes de siècles, fait qu'on ne commencera pas trop à s'énerver avec ça, là. Mais on commence maintenant à respecter beaucoup plus les valeurs de d'autres groupements de la société que le seul groupement économique. Et ça, moi, je trouve que on a une dimension de forêt tellement grande qu'on peut effectivement se le permettre très facilement. Bien, respecter, on parle de la conservation, mais on parle également de d'autres utilisateurs du territoire, de chasse, de pêche, de villégiateurs. Il y a des gens qui veulent faire du tourisme d'aventure, mais le tourisme d'aventure, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, tu ne fais pas ça dans une coupe forestière récente. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux très bien le faire dans des forêts de seconde venue puis de troisième venue. Chez nous, on a un cours en plein air et tourisme d'aventure, et puis les gens, ils vont se perdre dans la forêt d'enseignement et de recherche Simon-Couche pour pouvoir se retrouver avec les boussoles. Mais qu'est-ce que c'est une forêt de seconde venue, de troisième venue? C'est une forêt qui a déjà été coupée. Okay. Une forêt parce que chez nous, au Québec, on a l'avantage, on a le grand privilège d'avoir encore des forêts primaires, dites primaires, ce que certains appellent des forêts vierges. Qui n'ont jamais été coupées, c'est des forêts. C'est ça, où j'ai l'habitude de dire en boutade où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Donc ça, c'est un grand privilège, hein, on s'entend, là. En Europe, ils ont beaucoup moins ce privilège-là, et actuellement, on est dans une dynamique beaucoup plus de restauration pour en revenir à ce que devaient être, on pense, les écosystèmes primaires de l'époque. Donc, délaisser tout le côté plantation
qu'eux ont développé de façon fort importante. Fait que de pouvoir respecter, moi, je pense, l'ensemble des besoins, ou du moins aller les chercher, essayer de voir comment est-ce que dans notre ensemble, on peut positionner tous ces besoins-là, c'est ce que moi j'appelle l'aménagement forestier durable, qui est à la base même de la loi. Bien, justement, pour aller dans ce sens-là, comme dit Daniel, c'est que là, le nouveau régime forestier avec la loi 57... Qui va commencer en 2013, c'est ça? Qui va commencer en 2013. Un principe fondamental, c'est la question écosystémique qui va faire en sorte qu'on va tenir compte de l'ensemble des besoins, l'ensemble, on pourrait dire, des utilisations potentielles de la forêt, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le passé. Alors qu'aujourd'hui, on va travailler davantage dans cet esprit-là. Ça marque quand même une évolution très importante. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura des endroits où ce sera des parcs dans lesquels on ne touchera pas, d'autres dans lesquels il y aura une certaine de la récréation. Il y aura toutes sortes de types d'utilisation. Et l'objectif qu'on a, c'est de faire en sorte que la forêt serve au plus d'utilisation possible. C'est que c'est fini le temps où ça servait juste à faire du 2 par 4. C'est que présentement, on s'aperçoit que l'utilisation optimale, c'est celle qui tient compte de l'ensemble des besoins. Et ça va être ça, la gestion écosystémique. Peut-être que ça va être difficile à faire en certains cas. Il va y avoir des conflits, mais je pense que c'est là-dedans qu'on est engagé. Puis c'est là où on est rendu comme société québécoise. Monsieur Roy? Bien, ça, moi, je pense que c'est ça. C'est bon de couper des arbres, mais c'est bon aussi d'en conserver. Autant pour la nature, mais pour l'image aussi. Parce que les gens, justement, de plus en plus voient que le bois, c'est un matériau écologique, durable, mais ils veulent pas qu'on coupe des arbres quand même. Fait que, mais là, il y a comme un antagonisme. Il y a 2 poids, 2 mesures. Exactement. Ouais. Fait que il faut convaincre les gens que la foresterie peut être durable, puis que c'est écologique aussi. Fait qu'il faut avoir certaines mesures pour la conserver. Puis certaines de ces mesures-là, ben, c'est la certification forestière. Puis au Québec, on est un des territoires les plus certifiés au monde, avec 90 du territoire qui est certifié. Puis de plus en plus, les certifications ont des mesures environnementales. Une qui est très populaire, c'est la norme FSC, qui est la Forest Stewardship Council, qui est la plus, peut-être une des plus écolos, en tout cas, qu'on peut suivre. Puis on fait un très bon travail de marketing, puis qu'on retrouve un peu partout sur nos enveloppes et tout ça. Puis ça, c'est une attestation un peu que notre bois a été récolté de manière durable. Okay. Et puis qui force à conserver des territoires pour le caribou forestier, par exemple. Puis même Abitibi-Bowater est en train de transformer la plupart des territoires au Saguenay-Lac-Saint-Jean sous la norme FSC. Puis ils vont être obligés de réduire un petit peu leur coupe à cause de ça, parce qu'il faut qu'ils tiennent compte des normes environnementales, autochtones. En tout cas, il y a plusieurs listes. Mais c'est un outil qui est très bon pour que le public puisse savoir que le bois ou le papier ou en tout cas n'importe quelle ressource de la forêt est tiré d'une forêt qui est bien gérée. Donc, ce que je comprends, là, c'est que le bilan de santé de nos forêts actuellement est positif, c'est ça? Le bilan de santé de nos forêts, je sais, on est en crise forestière. On pourrait dire, mon Dieu, que le bilan est mauvais. Il y a moins de jeunes qui s'en vont vers les carrières en milieu forestier. Monsieur Henoux, au cégep, hein, il y a la même chose au cégep de Chicoutimi, en génie du bois, il y a ça. Le bilan de santé des forêts, moi, il est toujours rattaché avec l'humain qui s'en sert et qui va avoir besoin de la développer. Pour moi, il va être bon, le bilan de santé, quand on va être fiers, puis qu'il va y avoir des jeunes qui vont entrer dans le métier, puis qu'on va développer à partir de nos forêts, puis c'est là qu'il va être bon. La forêt comme telle, elle va être toujours en santé. Elle va être malade par la tordeuse, elle va être dérangée par les feux. Mais la forêt boréale, c'est une forêt qui a été perturbée bien avant les humains. Elle est super résistante, beaucoup plus résistante que l'espèce humaine. Fait que quand on dit le bilan de santé de nos forêts, moi, j'irais plus à vous dire le bilan du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean versus la forêt. De nous, là, les occupations du territoire puis notre relation qu'on a avec cette forêt-là. Moi, j'aimerais revenir sur une chose que vous avez soulignée tout à l'heure, quand vous avez dit est-ce que c'est bien de couper un arbre? En réalité, ce qu'on fait, on prélève un arbre, puis, naturellement, il y en a un qui se régénère ou on le remplace par d'autres. Donc, c'est un cycle. Et cet arbre-là, il y a du carbone. Et si on est capable de l'utiliser dans des produits comme ici, là, à se poser des parements, et le laisser là longtemps, bien, on stocke le carbone encore très, très longtemps. Puis après, on peut le réutiliser à d'autres fins. Donc, on est capable de garder ce carbone-là stocké longtemps. C'est super qu'il y ait un produit qui soit capable de faire ça, puis qu'il y en ait d'autres qui prennent sa place après, puis qui poussent. Là, c'est la plus belle machine. C'est la plus belle machine qui existe sur la planète là, pour capter le carbone, puis le séquestrer. Là. Puis elle est naturelle, elle existe. On n'a pas besoin de la fabriquer ou quoi que ce soit. Elle est là. On a juste à bien s'en servir. Génial. En tout cas, ça nous met en appétit, ça, c'est sûr. Et on commence peut-être à avoir faim. Et justement, je vois le chef qui arrive avec les assiettes. Ça a l'air très bon. Hey, bonjour à vous tous. Qu'est-ce que vous chers nous apportez? passionnés. Bien, ici, j'ai évidemment
évidemment, le petit saumon mi-cuit avec mariné à la Schwab, très important, hein, la meilleure bière au monde, qui est à Saint-Félicien. J'ai servi une petite salsa d'été avec un petit mesclun, évidemment, accompagné de catrinette, c'est des herbes de notre forêt boréale. Et évidemment, là, suivi d'un petit sirop de bouleau. Hein? Évidemment, le bouleau, on sait, hein, c'est notre arbre céleste. Au lieu d'y mettre dans notre foyer, là, alors on fait un beau sirop avec ça, légèrement sucré. Alors, vous allez avoir le contraste entre le salé et le sucré. Alors, je vous souhaite une bonne appétit, tout le monde. Merci, chef. Bonne dégustation. Puis, le premier service, qu'est-ce que ça vous dit? Fantastique. Délicieux, oui. Excellent. Avez-vous goûté la catrinette dans la salade? Oui. Oui, pas mal, hein? Ça rend impatient pour le deuxième. C'est ça, mais il va falloir attendre un peu. J'ai quelques questions à vous poser avant. Je sais, bon, il y a... quand on réfléchit, quand on pense à l'industrie forestière, il y a une image très forte là, qui nous vient en tête tout de suite. C'est les gros fardiers avec les billots de bois. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça contient? Quelles sont les essences là, qu'on traite aujourd'hui dans l'industrie forestière? Qu'est-ce que ça contient, ces fardiers-là? Monsieur Lebrun, peut-être, puisque vous êtes ingénieur forestier. Majoritairement du résineux. Puis à l'intérieur des résineux, majoritairement l'épinette noire ici en région, parce qu'on est en forêt boréale. Puis on va avoir un peu de pin gris, un peu d'épinette blanche aussi, à l'occasion du sapin, mais pas tant que ça. Un petit peu de mélèze, mais pas trop. De temps en temps, on va avoir du bouleau aussi. Il y a quelques années, on voyait passer du tremble aussi, mais là, on a de la difficulté à trouver des preneurs, fait que ça va être plus du bouleau. Ça, c'est dans le bois rond. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce bois-là? Et ce qu'on fait, la première chose, hein, on le sait, au Québec, on construit beaucoup de maisons. En Amérique, on construit beaucoup de maisons. On a l'avantage de construire nos maisons en bois. Les Européens viennent vers la maison en bois, là, mais avant, c'était pas ça. Mais ici, c'était la première chose, ça a été de faire des 2x4. OK? Et c'est ce qu'on fait beaucoup, puis on le fait très bien. C'est la base. C'est ce qu'on appelle la transformation primaire. Puis d'autres produits de bois d'œuvre, là, parce que les 2x3, les planches et tout ça, tout ce qui va servir à la construction résidentielle. On va faire aussi, tout à l'heure, on parlait de peuplier. Il n'y a plus de preneurs, là, présentement, mais il y a Louisiana Pacifique à Chambord qui fait des panneaux OSB, qui sont des panneaux qui vont être utilisés dans la construction. Et ensuite, on va faire d'autres produits aussi. Le bouleau dont on parlait, le bouleau, il s'en va à Sainte-Monique, Syrie Thomas Louis Tremblay, en gros, là, qui va utiliser le bouleau pour faire du bois de plancher, du bois de palette, différentes choses qui sont faites. Il y a aussi d'autres produits, comme des produits de deuxième, troisième transformation. Il y a le bois thermotransformé, okay, qui est un bois qui est séché à haute température, dont on enlève toute l'eau. Ça fait que l'arbre, là, on peut utiliser le produit. C'est un produit qui va moins pourrir, qui va rester. On fait aussi des recouvrements de maisons extérieures. On est habitué à... on a eu la belle mode du plastique. On est des Nord-Américains avant tout. On a mis beaucoup de plastique à l'extérieur de nos maisons. Puis je sais que les urbanistes n'aimaient pas ça. Là, ils ne trouvaient pas ça beau. Mais on peut mettre du bois aussi. Il y a plusieurs... il y a l'AMCO à Saint-Félicien. Il y a des industries aussi de thermotransformation qui font des produits qu'on peut mettre à l'extérieur pour mettre du bois qui est beaucoup plus durable. Il y a le papier, oui, il y a le papier. Oui, mais ça, on sort du bio, mais on l'oublie. Oui. On parle toujours, les Moses de papier, les usines de papier journal. Le papier journal, il se vend moins. Mais il y a du papier qu'on fait, mais peut-être pas dans les usines de la région, mais du papier qu'on fait à tous les jours, qu'on utilise à tous les jours. Le papier mouchoir. Le papier mouchoir et la boîte de carton qui l'utilise. Le papier mouchoir, bien, c'est des arbres qui sont transformés. Et ça, c'est fait à partir de matière ligneuse. Qu'est-ce qu'on entend par matière ligneuse? Parce que les produits forestiers ligneux et les produits forestiers non ligneux, c'est ce qui vient de l'arbre. Ligneux, ça veut dire c'est tout ce qui vient. On a parlé de l'arbre tout à l'heure, de son importance. Bien, l'arbre, ce qu'il fait, c'est de la lignine, c'est du bois. Vous savez, c'est de la matière ligneuse. Fait tout ce qui est fait à partir du bois. Oui, juste aussi, des produits super intéressants qu'on fait de base, mais de plus en plus, il y a des nouvelles avenues. C'est rendu, comme les pâtes et papiers, c'est rendu vraiment au niveau de la haute technologie. C'est rendu qu'on fait de la nanocellulose cristalline, même avec
avec ces produits-là. Ça veut dire qu'on est capable d'aller extirper la force du bois, la cellule qui est responsable de la force du bois, puis la prendre à l'échelle nanométrique. Ça fait des petits cristaux blancs, en fait. Puis après, on est capable d'insérer la force du bois dans plein d'autres choses. Par exemple, comme dans des vernis pour les rendre plus solides, plus durables. Puis là, c'est tout nouveau. La première usine commerciale au monde a vu le jour au mois de janvier à Windsor. Pourtant, on n'a même pas tant entendu parler que ça. Mais c'est les premiers au monde, puis ça vient du Québec. Maintenant, on fait des T-shirts, du linge au Québec avec le bois. C'est avec de la rayonne. Ça se fait un peu partout dans le monde, puis c'est de plus en plus populaire parce que ça coûte moins cher que le coton, puis le coton, au côté environnemental, c'est pas super, puis il y a une grosse pression sur les ressources. Fait qu'on fait de plus en plus de linge en rayonne, puis il y a 2 usines au Québec qui sont en train de se convertir, une à Lebel-sur-Quévillon, puis une autre à Tursault, à Gatineau. Puis au niveau énergétique aussi, comme on parle de biomasse, la biomasse, on en voit de plus en plus, puis ça peut être un outil de développement pour les régions, mais aussi on fait toute la question de biogaz, de bioéthanol, c'est toutes des avenues possibles. Puis tout ce qu'on peut faire, on peut faire avec ces gaz-là, c'est on peut faire des bioplastiques ensuite, des biostyromousses, des isolants pour les maisons. C'est vraiment, il y a des avenues incroyables qu'on peut avoir avec ça. Puis on est en train de découvrir, fait que c'est vraiment un nouveau monde pour les jeunes qui veulent étudier dans le domaine. Tout est à faire, tout est à découvrir, puis on pousse vraiment les connaissances très loin. Pour compléter ce que disait notre ami tout à l'heure, c'est que la fibre de bois, les particules, semble-t-il, sont plus solides que l'acier. Et ça surprend des gens. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la fibre 5 fois plus solide que l'acier, la nanocellulose cristalline, je pense. Ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser le bois à toutes sortes de produits qu'on n'aurait pas pensé. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avenir dans le monde forestier. OK. Oui. Mais allez-y, M. Lebrun. Puis si on regarde en termes de développement, l'orientation qu'on a actuellement, puis qui se développe de plus en plus, c'est d'utiliser à peu près à 100 de l'arbre. C'est-à-dire, au moment où on le coupe, là, oui, on est capable de faire de l'extraction d'huile essentielle à partir des épines puis des branches. Les branches qu'on n'utilisera pas, on peut faire de la biomasse. Ensuite, quand on emmène l'arbre à l'écorce, on peut, avant de la brûler, on pourrait extraire des produits qu'il y a à l'intérieur. Il y a des travaux qui se font à l'Université du Québec à Chicoutimi là-dessus. Après, quand cet arbre-là rentre dans l'usine, ben oui, il y en a une partie qui va en copeaux pour le papier et la partie centrale qui sert pour faire différents produits, qui va se ramasser soit des produits où on va prendre la résistance du bois pour les constructions. Il ne faut pas se cacher de notre bois résineux, là, il se ramasse pratiquement tout en bout de ligne là, dans de la construction. Peut-être dans des portes et fenêtres, dans les armatures, les ossatures, ainsi de suite. On peut faire du bois d'apparence, où là, c'est l'apparence qu'on voit. On peut faire... Tout à l'heure, Diane parlait de bois torréfié. Bien, ça, c'est des retailles de bois torréfié. C'est une pince... Pour tablette, oui. Oui, une pince tablette qui est faite par une entreprise d'ici en faisant de la récupération de bois torréfié. Donc, imaginez, il y a tout plein de choses. Pour ajouter aussi au niveau de l'optimisation du bois, bien, quand on est en usine, là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la haute technologie, où est-ce qu'il y a des ordinateurs qui analysent la bille qui rentre. Puis, tout de suite, on va voir, là, avec la bille, c'est quoi les morceaux qu'on peut faire, les plus longs morceaux, les plus gros, pour aller chercher le maximum de valeur. Là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces équipements-là sont produits au Québec. Ouais. Dans les scieries, on est très bon là-dedans. On a développé une expertise industrielle par rapport à ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, non seulement on fait travailler des gens dans le secteur forestier, mais on fait travailler des gens qui travaillent à construire des équipements de scierie qui sont ultra performantes. Et quand tu vois ça, on est loin de Val-Albert. Disons que... On a une belle filière, hein? Disons qu'on pourrait dire qu'on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Il y a des produits qui se sont développés au fil des ans. Je pense toute la question des poutrelles, où tu prends tout simplement du 2x4, 2x3, dépendamment de ton besoin, puis tu mets un contreplaqué ou un OSB. Un OSB entre les deux, ou tu fais du ajouré avec du petit 2x2. Alors, il y a toutes sortes de technologies qui sont parties. C'est assez fantastique de voir comment est-ce que maintenant, chaque morceau de bois, on essaie de l'optimiser, on essaie de lui trouver une vocation. On n'a pas encore parlé des lamellés collés. On a à Chantier-Chibougamau une usine qui fait pour la construction non résidentielle ici avant tout, hein, pour remplacer les poutres d'acier, remplacer les poutres en ciment ou en béton armé ou des choses comme celle-là. Des poutres qui ont les mêmes forces, la même rigidité. Ils ont même des avantages. On parlait tantôt de l'avantage environnemental pour la séquestration du carbone, mais même en protection contre le feu, c'est encore meilleur que de l'acier, ce qui surprend toujours les gens. Oui, mais les tests ont été faits, puis il n'y a aucun problème. Et puis maintenant, on arrive vers des nouveaux produits.
par exemple, des panneaux lamellés croisés qui vont permettre de monter des maisons de plusieurs étages uniquement avec des murs en bois. Tu n'as plus besoin de passer par la structure d'acier. J'ai l'impression, à vous entendre, qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés dans l'industrie de la forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pourtant, c'est pas ce qu'on lit dans les journaux. On a l'impression que ça décline. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est quoi le véritable portrait de l'emploi dans la foresterie au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Le déclin, là. C'est sûr qu'à partir du moment où on voit que le marché du papier a diminué d'à peu près presque 50 puis que nous, on fabriquait beaucoup de papier, bien, c'est évident que ça a eu des conséquences. On pourrait dire que dans la région, on peut parler peut-être là, d'une trentaine de mille personnes qui travaillaient dans le monde forestier dans les années 90. On a perdu 7-8 000 peut-être. Là. C'est évident. Puis ça, c'est sûr que si tu utilises moins de papier, bien, il y a moins de gens dans l'usine de papier, mais il y a moins de gens aussi qui sont dans la récolte, il y a moins de gens dans le transport, et tout ça, ça fait des dommages collatéraux. Il y a moins de gens qui réparent ces machines-là. Fait que tout ça, c'est interrelié. C'est évident qu'on a subi de front. On est la région la plus forestière du Québec. Fait que si ça va mal dans l'industrie forestière, ça nous touche beaucoup. Mais il faut être conscient que présentement, le présent est difficile à passer, mais il y a un avenir. C'est ça qu'il faut voir. Si on était dans une industrie qui n'était pas renouvelable, qui n'était pas écologique, je dirais, est-ce que ça vaut la peine de soutenir ça? Je serais moins sûr. Mais je suis persuadé que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est de soutenir l'industrie forestière, parce que, dans le fond, dans 500 ans, on ne sait pas s'il y aura encore du pétrole, mais on sait qu'il y aura encore des arbres, il y aura encore des travailleurs forestiers. Puis, il y a une image aussi qui manque. On pense qu'il ne manque pas de travailleurs dans le secteur, mais il y a mes amis à moi qui parlaient à des gens qui ont des entreprises d'aménagement, puis des techniciens forestiers, là. Ils sont très... S'il y a quelqu'un qui est technicien forestier qui n'a pas d'emploi de ce temps-ci, là, c'est un problème parce qu'ils sont très en demande. Il y a des gens qui refusent des contrats en sylviculture parce qu'ils ne peuvent pas. Il manque de techniciens. Il n'y a pas personne dans nos écoles, M. Hainaut, vous le savez, au cégep de Saint-Félicien en transformation du bois. Il en demande. En génie du bois, quand on parlait tout à l'heure, M. Laure vous parlait là, de ce qui... Qui a fait que les poutrelles de chantier Chibougamau, par exemple, soient si compétitives puis c'est des ingénieurs du bois. On a besoin, puis cette année, il y a 3 ingénieurs du bois à l'Université Laval. Donc, il y a un manque criant 3 jeunes. Ces jeunes-là, quand ils vont rentrer là, ils vont se placer tout de suite après. On a besoin de ces gens-là. Pour illustrer l'idée, c'est que les compagnies comme Chantier Chibougamau ou sa filiale nordique qui désigne toute la question des poutres lamellées collées lorsqu'ils ont un contrat, leurs ingénieurs viennent beaucoup de France et de d'autres pays d'Europe où il y a une importance capitale à avoir. Toute la filière d'emploi du bois, elle est comblée. On essaie de la combler. Il y a, comment je te dirais ça, il y a comme une culture du bois en Europe qu'on n'a pas ici, en termes d'utilisation. Là. On parle bien d'utilisation. Il faut être conscient qu'on a perdu cette culture-là, parce qu'autrefois, à peu près tout était fait en bois. Là. Les villages se sont construits en bois, les églises étaient en bois. On en voyait beaucoup, sauf qu'à partir des années 60, à peu près, là, fin des années 50, là, le modernisme est arrivé et là, on a rentré toutes sortes de nouveaux produits. On a comme perdu cette expertise-là. Puis, moi, mes frères travaillent dans le domaine forestier, puis les Finlandais viennent régulièrement ici. Puis les premières fois qu'ils sont venus dans la région, ils ont dit, vous autres, vous n'aimez pas le bois. Même, ils ont dit, vous aiguissez le bois. On a dit, comment on aiguise le bois? Nous autres, on aime ça, on travaille là-dedans, ça fait plusieurs générations. Ils disent, on n'en voit pas nulle part. Alors que dans les pays scandinaves, tu vois toutes sortes de bâtiments en bois, tu vois des centres d'achat en bois, tu vois des écoles, toutes sortes de bâtiments comme ça. Et ils disaient à mes frères, vous autres, là, ce que vous aimez, le bois, vous aimez ça couper, coucher, strapper sur un camion, puis pour les autres. Le voir brûler dans le foyer. C'est que là, dans le fond, c'est un peu... Malheureusement, c'est plate de se faire dire ça, là, mais ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'entre autres, moi, je vais présenter un projet de loi sur l'utilisation accrue du bois pour redonner une certaine fierté puis de faire penser aux gens que, dans le fond, si on veut être écologique puis si on veut être économique, il faut utiliser davantage de bois. Donc, il y a un changement de mentalité à faire. Monsieur Laure, oui, allez-y. Puis le bois, je vous dirais même qu'on peut l'utiliser à des endroits où, excuse Bernard, mais où on n'y pense pas. Je jasais avec un entrepreneur dernièrement, puis il me disait que lui, dans le cas d'une construction de route, il voulait faire tous ses ponts en bois.
Parce que maintenant, on sait qu'on est en mesure de faire des ponts en bois. On a fait le deuxième sans plus aucune long, difficulté. la deuxième plus longue portée au monde à être construit, a été terminée au mois de mars à Waswanipi, dans le nord du Québec, là, Mais- par Chantier Chibougamau, justement. Comme on n'a pas cette culture bois, le ministère des Transports, lui, fonctionne encore avec ses devis, ses habitudes et tout le reste, puis il exige d'avoir un pont en béton. Puis l'entrepreneur, il essaie, lui, là, il essaie. Puis il n'est pas capable de faire passer l'idée d'avoir le pont en bois pour toutes sortes de raisons, parce que la culture n'est pas là. Je voudrais juste rajouter, moi, je suis autour de la table pour parler peut-être d'une autre façon d'utiliser la forêt par l'alimentation. Oui. Bon, on a parlé beaucoup de la valorisation de produits, qu'effectivement, les résineux, mais qu'on regarde juste le bouleau. Le Oui. bouleau qu'on utilise moins ici, bon, on utilise un peu le bouleau, mais on pourrait le faire par... on a parlé tout à l'heure, on a eu une présentation du sirop de bouleau, mais on peut utiliser l'eau de bouleau. En Europe, M. Trottier parle de la Finlande. Les pays scandinaves, depuis des générations, utilisent comme régénérateur de printemps l'eau de bouleau. On la retrouve partout, même dans des McDonald's, en 300 millilitres, l'eau de bouleau. Donc, c'est un starter qui est de... Puis nous, on n'est pas là encore. C'est pour ça qu'il va falloir que la forêt, on la regarde dans toutes ses dimensions. Je ne sais pas s'il y a de l'eau de boulot dans le prochain plat de notre chef, mais il s'en vient, ça c'est sûr. Je le vois avec ses assiettes. Alors, on va déguster. Ah, c'est bon. Ben, Qu'est-ce que vous comme nous je amenez, peux- monsieur le chef? Ben, écoutez, comme je peux voir, madame, c'est que vous avez pas mal tout terminé votre assiette. Alors, c'est bon signe. Hein? Oui, c'était très bon. Alors, évidemment, vu qu'on est à la maison ici, hein, vous êtes dans votre restaurant du Vieux-Moulin, alors j'invite les gens à juste déplacer votre assiette. Alors, ici, nous avons une saucisse au bleuet, fait avec le porc régional d'ici, évidemment, de chez nous. Évidemment, il se nourrit aussi d'alimentation boréale, hein, évidemment, notre porc. Et c'est une saucisse qui est faite à Saint-Prime. Une petite tomate confite avec, évidemment, poivre des dunes sur la tomate et brisure de toc. La petite sauce blanche qui est faite avec de l'oseille sauvage de notre forêt. Hein? C'est bien. N'est-ce pas? La forêt Jalbert. Oui, Ah oui, ah la oui. forêt de Vache-Albert. Avec quelques boutons de marguerite. Hein? Fraîchement cueilli ce matin. Fraîchement cueilli ce matin, avec un petit chutney fait avec la liqueur Brand-Basia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une liqueur qui est faite à Jonquière, hein, qui est produite à Jonquière par le domaine de Cajot. Alors, d'ailleurs, j'invite tous les restaurateurs à avoir leurs produits parce que je pense qu'au lieu d'avoir un Saint-Zano, là, on devrait avoir une Brand-Basia dans tous nos restaurants ici dans notre région. Alors, bon appétit. Et j'ai une petite pensée pour vous, évidemment, tous les producteurs régionaux. J'ai mis une petite pensée comme fleur. Alors, bonne dégustation. Merci, chef. Merci. Deuxième service, qu'est-ce que ça dit pour vous? Toujours aussi bon. Oui. Oui, effectivement, toujours aussi bon. La petite saucisse au bleuet, ouais. là. Bon, hein? Moi, ce que j'ai adoré, c'est le poivre des dunes sur la tomate. là. La tomate, Vraiment, hein. le goût, c'est- On a vraiment Fraîchement senti cueilli le de goût. ce matin. Et ça fait partie des produits forestiers non ligneux, ce poivre-là, par exemple, mais aussi tout ce qui se trouve dans l'assiette. Et la filière des produits forestiers non ligneux, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, M. Huneau, parce que vous connaissez bien ça. Vous avez démarré, d'ailleurs, une attestation d'études collégiales dans le domaine au Cégep de Saint-Félicien. Qu'est-ce que c'est, les produits forestiers non ligneux? Bon, rapidement, peut-être faire un petit tour en arrière. Comment ça se fait que le Cégep de Saint-Félicien puis le Cégep aux entreprises, aux collectivités, a décidé de peut-être professionnaliser ou aller plus loin dans le secteur? Bon, on parle depuis beaucoup ce matin, la forêt. Souvent, elle a été vue d'une façon unidimensionnelle. C'était sa caractéristique. On regardait l'arbre différent. On en a parlé des besoins d'un ensemble. Bon, mais c'est plus que ça qu'une forêt. Est-ce qu'on peut la regarder dans toute sa multidimensionnalité? C'est ce qui est important de regarder. Puis nous, bon, depuis quelques années, on a regardé que les PFNL, effectivement, ils sont de plus en plus, on regarde la forêt dans toutes ses dimensions. Et il ne faut pas se cacher qu'au Québec, à l'heure actuelle, c'est les champignons. En Amérique du Nord, c'est au Québec. Je reviendrai un petit peu plus tard sur des chiffres, mais c'est ici qu'on mange le plus de champignons. Puis on a déjà, est-ce que c'est notre côté français? Possiblement, mais c'est vrai que depuis des décennies, il y a eu des cercles de mycologie un peu partout au Québec, donc il y a eu vraiment un engouement. Puis effectivement, au Québec, c'est ici qu'on retrouve vraiment des amateurs et on retrouve les champignons beaucoup dans la cuisine. Puis c'est en Amérique du Nord, tout confondu avec le Mexique, c'est ici qu'on a une demande. Donc, ça nous a amené,
ça à regarder la possibilité de sortir du côté peut-être amateuriste et de regarder des formations en émergence, de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les travailleurs forestiers. On a parlé beaucoup de nos nouveaux travailleurs forestiers. On a fait des expérimentations. Présentement, on est à la 2e année. Je me donne 3 ans pour bien fermer le programme de formation, bien le ficeler. Et on a fait des expériences avec des travailleurs forestiers pour leur donner cette dimension que M. Laure parlait, qu'en Europe, souvent, ils ont, une connaissance beaucoup plus holistique de la forêt. En plus de l'arbre, ils ont des connaissances sur des éléments alimentaires, sur des éléments pharmacologiques. Donc, c'est des expériences qu'on a faites. Donc, c'est une formation expérimentale de 195 heures qui donne une attestation d'études collégiales. Donc, elle est diplômante dans un premier temps. Et on part du genre champignon, donc de bien connaître le champignon. Ensuite, on attaque l'environnement, les habitats, l'écologie des systèmes, voir la composante, comment cette cohabitation se fait avec les champignons puis le monde de la forêt. Et ensuite, on a même un protocole. Cette année, on a un protocole avec l'université pour regarder, dès le départ, on a attaqué comment on peut sa pérennité de ce produit-là. Donc, on fait des études. En même temps que les étudiants vont faire des exercices terrain, ils doivent tenir compte d'échantillonnages qui vont être ensuite analysés à l'université pour regarder comment. On a déjà, même si on est expérimental, on a regardé tout. Bon, on a voulu, les PFNL, regarder la forêt d'une façon holistique. Donc, le programme de formation, il est aussi d'une façon holistique. Donc, en plus de bien connaître les champignons, on doit lui donner une valeur ajoutée parce que, bon, c'est pas évident de bien le conserver. Ils ont un cours avec le MAPAC, présentement, pour bien le conserver. La sécurité. Donc, on regarde toute la sécurité au complet, autant la sécurité alimentaire avec le MAPAC que la sécurité en milieu naturel qu'on emmène. Ensuite, sa conservation et comment on peut déjà avoir des idées de le transformer, son conditionnement. Sa commercialisation. Comme c'est un produit en émergence, on a une partie avec la commercialisation et on termine, pour faire la boucle, la cuisine. Parce qu'un des problèmes souvent, si on veut bien vendre et connaître, il faut les avoir goûtés. Donc, on pousse, puis il y a un cours de cuisine avec M. Pachon, de l'Auberge Pachon. Donc, ils apprennent, ils travaillent 3 recettes. Donc, c'est un programme qui est assez complet, ce que je comprends. Il est très complet. Mais c'est vrai, puis j'ai oublié, cette année, on a fait une expérience. On a même rentré des PFNL autres que le champignon. Mais c'est ça, en fait, parce que le champignon, c'est un PFNL. C'est un PFNL, mais les PFNL comprennent beaucoup plus que ça. Les produits forestiers non ligneux, c'est l'acronyme. Tout à fait. Puis cette année, on a travaillé avec Fabien Girard de la coopérative forestière de Gérardville et on a intégré une partie pour voir, tant qu'accueillir des champignons, pourquoi pas connaître les autres plantes. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? Bien, en fait, les PFNL... À part le bois. Les PFNL, ça, c'est tout ce qu'on retrouve, sauf le bois. Fait que quand on pense aux épices de la forêt boréale, quand on pense aux petits fruits, quand on va penser... Le sirop d'érable, c'en est un. Puis maintenant, on parle de plus en plus de sirop de bouleau. Oui. Puis même la sève d'érable comme de bouleau, les huiles essentielles qu'on va faire avec les arbres. Fait que tout ce qu'on va retrouver, les champignons, comme Bernard parlait justement. Alors, tout ce qu'on va retrouver en forêt, sauf la matière ligneuse, sont en fait des produits forestiers non ligneux. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Je sais que vous avez fait des recherches là-dessus, M. Laure, entre autres à l'Université du Québec à Chicoutimi. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces PFNL-là? Il y a plusieurs avenues, là. On peut faire à peu près tout et son contraire. c'est qu'en fait, il faut aller beaucoup plus loin là, que la seule dimension de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je voudrais se ramener au fait qu'on a des organismes biologiques sur Terre. Ça se compte en termes d'espèces, là, en millions d'espèces. Et chaque espèce a ses spécificités. Donc, oui, on a des molécules communes, le glucose, le sucrose, bon, mais il y a dans chaque espèce des molécules qui sont spécifiques. Puis parfois, tu as des molécules qu'on trouve dans plusieurs espèces, mais les concentrations ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a tout un travail de débroussaillage à faire pour essayer de voir dans quelle espèce qu'on peut retrouver des molécules intéressantes. Bon, je vais vous donner un exemple. Ça peut être dans la catégorie alimentaire, quelque chose qui a bon goût, par exemple, mais ça peut être également une molécule qui va avoir un effet anticancéreux sur des tumeurs. Donc, il faut être capable de faire des tests biologiques sur chacune des molécules que l'on voit, dont on pense qu'elles pourraient avoir un effet parce qu'elles font partie d'une famille où on a déjà démontré qu'elle avait un effet anticancéreux. Si on trouvait un équivalent au Taxol dans une autre plante qui serait à peu près de la même famille, ça vaudrait vraiment la peine de tester son effet anticancéreux, puisque le Taxol, on a testé son effet anticancéreux. C'est d'ailleurs utilisé, c'est une des molécules naturelles qui est les plus utilisées en traitement.
Donc, et on sait que dans l'écorce de bouleau blanc, par exemple, on a des produits qui sont très intéressants. Dans le sapin, on a un produit qui, couplé avec un autre produit, pourrait nous amener envers des dimensions curatives intéressantes éventuellement. Mais tout ça, là, c'est encore au stade de détection, d'analyse, si on a les concentrations nécessaires. C'est assez embryonnaire, mais à des places, on est rendu suffisamment loin pour commencer à faire des études. Où est-ce qu'on en est dans le répertoire de ce qui est disponible dans les forêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est complet? C'est infini. Non, c'est genre... Non, infini. C'est infini. Ça ne sera jamais complet. Ça ne sera jamais complet parce que quand tu commences à analyser une plante, tu y vas avec des méthodologies. Mais ces méthodologies-là, elles passent à côté d'un paquet de molécules, là. La méthodologie, tu la cibles pour aller trouver une famille de molécules données. Donc, si tu n'as pas l'idée de penser que dans cette plante-là, il y a une molécule, que tu ne sais pas qu'elle existe, là, donc il y a tout un travail d'exploration, d'inventaire à faire qui est énorme. Mais là-dessus, je dirais qu'on s'inspire beaucoup des connaissances autochtones, des connaissances des gens. Par exemple, lorsqu'on trouve qu'un produit alimentaire est bon, puis en plus de ça, on nous dit « Ah, il me fait du bien, il me semble que, je sais pas, ça aide ma régularité. » Je prends ça comme exemple, là. Tu sais, bien, ça veut dire « Oh, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait être intéressant pour aller à un autre niveau. Il y a une foule on pourrait dire, de nouveaux domaines à explorer là-dedans. Tant et aussi longtemps qu'on pensait qu'un arbre, ça servait juste à faire un 2x4. Disons que les microscopes n'étaient pas nécessaires. Puis là, on est en train de développer toute une nouvelle approche. Puis, entre autres, les chercheurs, présentement, parlent beaucoup plus de la fibre du bois que du bois comme tel ou de la forêt. C'est beaucoup plus à ce niveau-là. Puis, ce que les chercheurs nous disent, c'est que le bois, c'est l'or vert qui va remplacer l'or noir qui est le pétrole. Ah, oui. Tout ce qui est fait à partir du pétrole pourrait être fait à partir de la fibre de bois. Puis, en plus aussi, c'est que ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'il y a des sortes de propriétés, par exemple, comme que les molécules pourraient être antioxydants, qui pourraient éliminer des radicaux libres, qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait diminuer le vieillissement. Bien, ça commence à être drôlement intéressant. Bon, dans combien de temps ça va être sur le marché? On ne le sait pas. Comment ça va fonctionner? On ne sait pas, mais il y a un potentiel. Puis je vous dirais que si, pour empêcher le vieillissement, il faut manger un petit peu de particules de bois, je vous dirais que j'aimerais pas mal mieux ça. Oui, j'aimerais beaucoup mieux ça que de chiquer de la guenille. Oui, monsieur Naud. Oui. Bon, on parlait tout à l'heure les possibilités à l'infini de ce que la forêt peut nous donner, effectivement, parce que si on a la chance, avec Fabien cette semaine, on a fait un cocktail forestier. Vous parlez de Fabien Girard de Fabien Girard de Girardville, un parmi d'autres pour faire goûter, partager, mais les déclinaisons sont à l'infini. Dépendamment un peu comme M. Laure disait, on change un élément avec un autre, les molécules changent, donc les déclinaisons sont complètement à l'infini. Fabien me disait, Bernard, on ne peut même pas en voir le bout. Puis tous ces cocktails forestiers ont des vertus curatives différentes. Si on prenait juste le temps de les regarder, on serait peut-être moins dépendant d'un ensemble d'éléments, comme M. Trottier disait, un peu la pharmacologie des Autochtones, c'était elle qui existait. On pourrait arriver aux mêmes éléments. Il y a d'ailleurs des recherches que vous avez faites, M. Laure, à ce sujet-là, la pharmacologie. Bien, enfin, à l'UQAC, il y a des études importantes. Il y a même des produits qui en ont découlé. Oui, mais le produit n'est pas pharmaceutique, là, c'est un produit cosmétique. C'est à partir du thé du Labrador, hein, le produit qui est extrait. Là, le thé du Labrador qu'on peut servir en infusion. Le thé du Labrador qui fait partie de l'écosystème. Il y en a que Origina utilise également à différents endroits. Donc, mais on peut aussi l'utiliser avec un produit. Ça a été testé. Les gens ont été en mesure, nos chercheurs chez nous, de faire des démonstrations scientifiques que ce produit-là avait un impact suffisamment intéressant pour penser qu'au niveau d'une crème, il pourrait avoir un effet anti-rides. Je voulais juste faire un petit bout de plus. On peut aller plus loin. On peut, des fois, identifier les antioxydants qui sont actifs, puis regarder quelle complémentarité on pourrait mettre avec 2, 3 autres ensemble pour former, disons, un super jus là, qui aiderait autant à reprendre l'énergie rapidement, à avoir plus de souffle, ainsi de suite. Là. Donc, c'est infini ce qu'on peut développer. Puis il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore puis que nos jeunes vont trouver. Mais je pense que ça fait juste illustrer qu'il y a toutes sortes de produits qu'on ne regardait pas parce qu'avant, on n'avait pas besoin. Mais là, présentement, on le voit. On cherche des nouvelles utilisations. On a un immense réservoir qui est renouvelable. Misons là-dessus. Moi, je vous dirais sincèrement que comme société, si on a de l'argent à mettre dans la recherche, mettons ça davantage dans ce qui est renouvelable que dans ce qui ne l'est pas.
J'ai l'impression que vous dites que ça va être beaucoup plus porteur pour l'avenir. Puis, je pense que l'avenir du monde forestier va probablement être plus chimique que mécanique. Dans le passé, on pourrait dire que c'était beaucoup plus mécanique, mais j'ai l'impression que possiblement que les industries chimiques qui cherchent des produits de toutes sortes, que ce soit au niveau cosmétique ou énergétique, vont probablement être ceux qui vont investir le plus parce qu'on le sait. Présentement, nos entreprises au niveau forestier ne sont pas celles qui ont le plus d'argent, ne sont pas celles non plus qui ont été les plus innovatrices dans les nouveaux produits. J'ai l'impression que ça va prendre un partenariat et le fait qu'il y ait un nouveau partenariat avec des nouveaux débouchés, ça va donner tout un monde et probablement que le monde forestier qu'on va connaître dans 50 ans va probablement être très différent de celui d'aujourd'hui. En tout cas, il va peut-être être encore un peu dans notre assiette et puis il s'en vient encore un peu dans notre assiette avec monsieur le chef Carl Murray qui nous apporte notre dernier plat. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une surprise. Alors, c'est un flan de porc Perron de Saint-Prime. C'est le flan qui a été mariné, encore une fois, avec la chouape. Et la chouape, c'est celle, pas l'ambrée, ce coup-ci, mais c'est la blanche. Exact. Avec une petite sauce légèrement sucrée ici, en dessous de la carotte. C'est fait avec du thé des bois. La petite pomme de terre au cheddar Perron, vieillie. Vous allez voir, vous allez goûter là, un peu l'âge, vous allez goûter l'expérience. Parce que, comme dirait mon père, un repas, pas de pommes de terre, c'est pas un bon repas. Et puis, évidemment, le petit mignon de porc cuit rosé avec de l'armoise sauvage de notre forêt boréale dessus, avec la petite sauce champignon morille. Merci voilà. infiniment. Bonne dégustation. Merci. Et on va souligner au passage le travail du chef Carl Murray qui nous a très bien accueillis, qui nous prouve aussi qu'on peut manger gastronomique avec les plantes qu'on retrouve dans la forêt boréale. Bon, on peut manger gastronomique, on peut se vêtir à partir de la rayonne, on en parlait tout à l'heure. On peut aussi soigner nos ridules avec des crèmes anti-âge, nos cancers également, avec ce qu'on trouve dans la forêt boréale. Et à vous entendre parler, il y a vraiment toute une richesse qui nous entoure. Est-ce que cette richesse-là crée des emplois, M. Lebrun? Effectivement, elle est en clé, puis elle va en créer encore davantage dans le futur. C'est que ça vient ouvrir plein d'horizons. Que ce soit, supposé, l'ingénieur forestier, il va être obligé de regarder l'ensemble du milieu, puis à un moment donné, il va peut-être dire « Ah, parfait, moi, c'est les produits forestiers non ligneux qui m'intéressent, puis je veux viser à aménager le milieu pour favoriser ça. » Fait que ça va être vrai là-dessus, ça va être vrai pour les technologues ou les ingénieurs en sciences des bois qui travaillent plus avec le matériau. Ils vont pouvoir essayer d'explorer pour trouver toutes les utilisations qu'on pourrait en faire. Autant des chimistes pour voir plus à l'intérieur du bois, voir les molécules. Donc, je dirais, on va pouvoir en inventer des jobs, puis il faut qu'on mise sur les jeunes, sur leur créativité pour dire « Il me semble que ça se ferait. On ne fera plus jamais rien de pareil comme on le faisait avant. » Justement, est-ce que les jeunes sont au courant qu'il va y avoir des besoins, qu'il va y avoir des emplois à inventer dans ce domaine-là? Malheureusement, j'ai l'impression que pas assez. C'est peut-être parce qu'on ne se prend pas de la bonne façon pour leur montrer. C'est peut-être parce qu'on n'est pas assez passionné pour leur montrer puis qu'ils disent « Écoute, ça a l'air le fun, ça. On va y aller. » C'est peut-être ça. Parce qu'on a de la difficulté à attirer les gens, mais il faut qu'on y travaille puis qu'on continue. M. Trottier? Bien, il faut être conscient que la crise forestière a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bien, il n'y a plus d'avenir dans le monde forestier. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est compréhensible que les inscriptions puissent baisser. Mais ce qu'il faut voir, c'est plus loin que ça, de montrer aux gens que, dans le fond, c'est un produit qui a de l'avenir, c'est quelque chose sur lequel on va bâtir tout notre avenir. Si le passé du Québec était en bonne partie forestier, je crois qu'il va le demeurer. Et ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Il faudrait que l'État québécois aussi puisse le faire. Il y a un plus, puis c'est nous ce qu'on fait quand on vante les métiers du milieu forestier. Le plus pour attirer les jeunes vers là, c'est tout le côté vert. C'est les valeurs des jeunes, c'est tout ce côté-là. Ce côté aussi qu'il y a, c'est de l'innovation. Qu'on a une super belle filière. Parce que quand on pense traditionnellement forêt, là, on pense, la scierie, l'usine de deuxième transformation. Il faut penser aussi à tout le côté des cégeps, des universités. On a besoin de chercheurs, on a besoin de monde partout. Ce qu'il faut, là, c'est de se donner un nouveau regard puis d'anoblir ces professions-là. Que l'ingénieur forestier, moi, reprenne son droit de parole puis dire qu'il est important. En attendant, on a beaucoup de travail à faire.
amener nos jeunes en forêt. Guillaume, oui. C'est ça. Les jeunes, autant que toute la population, ne sont pas au courant de toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux produits qui émergent. En fait, il y a eu une crise forestière, puis il n'y a rien de mieux qu'une bonne crise pour se renouveler. OK? Parce que c'était business as usual, c'était du papier des 2x4 et tout ça. Puis là, une crise, là, il faut que tu crées plus de valeur. Fait que là, on essaie de faire des nouveaux produits, créer des nouveaux marchés pour s'en sortir. Fait que non, les jeunes ne connaissent pas tous encore tout ce qu'on fait de nouveau. Mais il y a plein de choses, justement, qui font rêver à travers tout ça. Quand on parle, justement, d'environnement, de foresterie durable, ça, c'est des points super importants. La captation du carbone, ça va chercher les jeunes côté environnemental. Mais quand on commence à parler qu'on va faire des bioplastiques avec les résidus de la pâte Kraft, puis on peut faire plein de produits innovants comme des biogaz et tout ça, bien là, on va chercher la fibre environnementale, puis le côté innovation, qui est super intéressant pour les jeunes. Puis aussi, du côté PFNL, bien là, il y a des métiers qui font rêver. Être un prospecteur de la forêt boréale, bien, crime, me semble, c'est wow, ça a l'air le fun. Pas les prospecteurs d'or, là. Les gens, ils se promènent en forêt pour aller voir c'est quoi les meilleurs secteurs, pour trouver du thé des bois, pour qu'après, les cueilleurs viennent les chercher. Fait qu'ils prennent des points GPS. Il y en a d'autres qui vont chercher des champignons forestiers. Puis ça devient tous des milieux interconnectés. Puis justement, des nouveaux métiers qui arrivent, c'est des reboiseurs-cueilleurs. Ils replantent. Puis quand le prospecteur il trouve assez de plantes ou de champignons, bien, ils arrêtent de planter des arbres, ils vont cueillir. Fait que ça fait des compléments. Ça permet aux gens de travailler plus longtemps, de développer des nouveaux secteurs de l'économie. Fait que ça, faut faire rêver les gens. Alors, c'est des métiers qui peuvent être super intéressants. En guise de complément, effectivement, Guillaume, ce qu'on a vécu avec la formation sur les PFNL, moi, c'est le contraire. Il y a eu un engouement, justement, pour ces nouveaux métiers en émergence. L'année passée, j'ai eu 400 demandes pour la formation. Et j'ai pris 3 groupes, donc 90. Et c'est tout le Québec, là. Cette année, c'est 200. Donc, puis ils rêvent, effectivement, comme Guillaume dit, c'est un nouveau métier, prospecteur de la forêt boréale, avec toute la richesse de la forêt boréale, donc la commercialisation du champignon, parce que c'est un métier. Présentement, on est en déficit au niveau du champignon. On importe 250 tonnes de champignons. Au Québec, on en consomme 300 tonnes, là. Si on commence à mettre tous ensemble, c'est une fichue valeur économique, là. Les experts prédisent, en tout cas, certains experts dans les champignons prédisent que d'ici 10 ans, le marché des champignons pourrait valoir 100 millions de dollars au Québec. Ouais. Ça inclut le tourisme. Puis alors, est-ce qu'il y a aussi de la demande au niveau des chercheurs dans l'industrie forestière? On parlait tantôt des PFNL. On pourra pas... On ne pourra pas aller chercher tout le potentiel des PFNL si on n'a pas des chimistes, par exemple, qui sont les gens qui vont être en mesure d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là qui pourrait être intéressant, que ce soit pour le cosméceutique, la pharmaceutique, l'alimentaire. Donc, on décloisonne, là, vraiment. On décloisonne beaucoup, beaucoup les métiers de la forêt. Par contre, il faut bien s'entendre, les métiers de base, et Gérald l'a très bien dit tantôt, on doit trouver une façon de réintéresser nos jeunes aux métiers de base pour devenir ingénieur forestier, technicien forestier, professionnel de la forêt. On doit intéresser les jeunes pour les nouveaux métiers également. Mais donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités de carrière. Et on va conclure là-dessus avec un petit élixir de prune. Bien, exactement. Moi, j'aime ça, souvent être le premier. Puis je vous écoutais parler là, de prendre des exemples sur d'autres pays, mais j'aimerais ça qu'on soit les premiers. Les premiers, Puis hein? j'aimerais ça qu'eux prennent des exemples sur nous. D'ailleurs, je lève un verre à vous tous, exactement, ici, présents, des passionnés. Mais M. Bergeron qui a conçu ce vin de prune, imaginez, là, on a des bleuets au lac, là, mais des pruniers, alors ça, c'est quelque chose. Ça goûte le Porto blanc. Et c'est tout près d'ici, c'est à Métabetchouan. Chef, vous allez trinquer avec nous? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Beaucoup. Et surtout, trinquons, s'il vous plaît, au développement durable de la forêt. Merci. Voilà.